Bonjour à tous chers amis, aujourd'hui nouvelle vidéo un peu particulière puisque ça va être un entretien, et c'est je crois le premier que je fais sur la chaîne d'ailleurs, avec Stéphane Gère qui se présentera juste après. Mais aujourd'hui je voulais en fait vous parler d'un ouvrage qui m'a beaucoup plu, que j'ai découvert donc il n'y a pas très longtemps, Tac, Vivre ensemble de Christian Michel, auteur libéral qu'on aura aussi l'occasion de présenter dans la suite de l'entretien. Et donc, en premier lieu, vous le voyez en bas à gauche, j'ai fait une petite bulle, introduction. Pour vous, justement, introduire le pourquoi de cet entretien, et puis pourquoi est-ce que c'est important qu'on évoque ce thème, finalement, euh, dans une période de soviétisation qui avance un petit peu, quoi, un peu partout. Alors, premier élément pour moi, qui m'a fait me dire que c'était important et que ça faisait sens, c'est que on ne se rend pas forcément compte, quand on n'a pas théorisé l'État, quand on n'a pas découvert les premiers auteurs de la liberté, à quel point donc le Léviathan, pour reprendre le terme de Hobbes ou de ceux qui vont critiquer ensuite l'État, on ne se rend pas compte à quel point est-ce qu'il s'est immiscé dans nos vies, dans le réel, et à quel point on est loin en fait du paradigme de la liberté, au sens des auteurs qui la décrivent, qui la posent. Toute l'épistémologie libérale, ensuite, quand on la découvre, on se rend compte à quel point en fait on en est loin. La théorie est là, mais malheureusement, on a un frein de taille qui s'oppose à celle-ci. Et donc, c'est une fois qu'on a posé ces bases, qu'on a posé cette théorie, qu'on est dans une logique déductive, hein, on en reparlera, hein, des axiomes peut-être, et des déductions qu'on fait en fait, hein, et du pourquoi tout est rationnel, tout est carré, tout est robuste, comme j'aime bien dire, et du pourquoi en fait, c'est qu'après qu'on ait posé ces bases, qu'on se rend compte de tout ça. Et dernier petit point rapidement, il y a un plafond de verre très très répandu chez la plupart des étatistes gauche-droite, hein, je les prends ensemble pour l'exercice, qui sont, ce paradigme c'est quoi? C'est que, ce plafond de verre c'est quoi? C'est qu'ils ont l'impression que l'État, le Léviathan, sert à quelque chose, que rien n'est possible sans lui, alors que tout est possible en dehors de lui. Ça c'est très intéressant comme retournement de niveau de réalité. Et alors, on parlera plus tard de justice notamment et de sécurité. Ça m'intéresse parce que c'est ce qu'on nous sort toujours. Vous ne pourrez pas vous protéger, vous ne pourrez pas juger. Ça sera l'anomie. Non, ça sera l'anarchie, donc l'ordre spontané, mais bon, on en reparlera. Et donc, ces petites choses font que, aujourd'hui, je pense que faut en parler, c'est intéressant. Et puis, il y a des ponts, je pense, à faire avec les gens peut-être encore étatistes, mais qui sont peut-être dans le camp qu'on nommerait de droite. Il y a quand même des points à faire et une certaine perméabilité avec eux. Je vois des gens en tête là qui sont plutôt en fait minarchistes inavoués, hein, mais qui se déclarent identitaires ou nationaux, ou bon, mais qui en fait sont pas si loin si on avait, s'ils avaient posé les bases qu'on va poser, quoi. Bon, une fois que ça s'est dit, est-ce que je peux vous laisser peut-être brièvement vous présenter pour qu'on ait un cadre général et puis que puisse avancer sur l'ouvrage. Bien sûr, Arthur. Et d'abord, merci de cette invitation. Et au passage, je tiens à vous féliciter pour vos initiatives et pour le travail que vous faites en général en termes d'académie, de formation et de lignes que vous soutenez. Je trouve sincèrement ce travail tout à fait remarquable et je suis vraiment ravi d'y participer. Merci pour cette opportunité. Pour ma part, je dirais trois choses rapidement. Je suis ingénieur de formation, j'ai une profession qui n'est pas le sujet aujourd'hui, mais qui m'a amené à un moment donné, c'est dans un cadre professionnel qu'à un moment donné j'étais amené à me rendre compte que ma propre instruction et éducation, en tant que bon soldat de la société, formé comme tel, à un moment donné, s'est posé tout un tas de questions sur la vie, sur la société, etc. Ok. Ouais. Et à partir de là, j'ai fait toute une démarche autodidacte, justement sur des sujets liés à l'économie, à la liberté, et beaucoup plus largement depuis, pour découvrir donc la théorie libérale dont on parlera, bien évidemment. Et à partir de là, je suis certainement,
motivé et j'ai investi beaucoup de mon temps pour moi et surtout aussi pour les autres et pour les nouvelles générations Ouais, ouais. pour mieux faire connaître les points que vous avez évoqués, qui sont liés bien sûr à la liberté en général, hein, on élargira le domaine, et des sujets qui sont repris par le livre dont on va parler aujourd'hui, hein, par Christian Michel, qui lui y est venu par d'autres moyens, mais je pense que voilà, c'est des choses tout à fait semblables. Et sinon, et pour finir, je suis à l'origine de la maison d'édition John Galt, qui donc a édité le livre de Christian Michel. J'ai d'autres initiatives dans mon parcours. On pourra en parler si vous le souhaitez. Mais voilà, pour faire simple, je considère qu'arrivé à mon parcours et à mon âge, etc., une part importante de mon énergie doit être consacrée à Ouais, transmettre ouais. le flambeau de la liberté aux nouvelles générations. Oui, c'est ça. Comme une volonté de transmission, de verticalité, bien sûr, ça fait sens, hein, de toute façon. Ouais. Parfait. Écoutez, La lumière sur les lumières, si je puis dire. c'est ça. Parfait. Bon, bah, après cette introduction, on peut se lancer, je pense, dans l'ouvrage. On s'est décidé, comme par un contrat, n'est-ce pas, par Absolument. volonté libre et consentie de chacun de nous, de non pas reprendre chapitre par chapitre, ça va être un petit peu laborieux, mais de prendre les grands points, sachant que l'improvisation est évidemment autorisée, on peut Bien sûr, rebondir, bien compléter, sûr. enfin, pas de souci. Mais quand même, quand on parle de liberté, on ne peut pas, je pense, hein, commencer sans poser au moins les fondements, au moins une base épistémologique, donc le droit naturel, la propriété, j'aurais pu mettre d'ailleurs peut-être plutôt ça, la propriété privée, Mhm. le consentement par extension. Enfin, alors, qu'est-ce que vous pouvez nous... Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vous demande qu'est-ce que c'est le droit naturel? Pourquoi est-ce que ce qu'on a au quotidien n'en est pas? Mhm. C'est du droit positif, bon, vous le direz mieux que moi. Mhm. Et finalement, quel intérêt aurait-on à le faire vivre Oui. ou à le rendre possible? Oui, trois questions. Le droit naturel, le droit positif et pourquoi tout ça. Je resterai simple, bien sûr, on pourra Ouais, creuser ouais. bien Arthur, évidemment. Mm. Le droit naturel, qui est un terme qui parfois d'ailleurs peut être malheureux ou mal compris, c'est pas le droit de la nature, dans le sens par exemple des lois de la physique, dont on pourrait imaginer quel serait le droit naturel. C'est pas exactement ce sens-là, c'est plutôt le droit que les hommes de tout temps, et j'insiste, les hommes de tout temps, se Mm. sont donc quelque part les hommes dans la nature, parce que je remonte l'âge, l'homme a 200 000 ans, ou quel que soit le chiffre qu'on pourra se donner. Ouais. L'humanité et l'homme n'a pas pu survivre sans, d'une manière ou d'une autre, s'accorder des droits, c'est-à-dire se reconnaître les uns et les autres un droit de vivre et de mutuellement interagir pour vivre. L'humanité n'a pu exister en tant qu'humanité et arriver jusqu'à nous en tant qu'humanité qu'à condition que les hommes et les uns les autres décidaient de vivre ensemble, d'où le titre de Christian Michel, et non pas de vivre les uns contre les autres. Et cette décision même et cette prise de conscience, Mm. réalisation, pour parler anglais, cette prise de conscience même du fait que nous ne pourrons vivre et survivre et prospérer au sens très large du terme qu'à condition de décider de vivre ensemble de manière plus ou Mm. moins pacifique, c'est cela même qui est le droit naturel. Le droit naturel, c'est, on pourra rentrer en détail, mais c'est cette décision de reconnaître l'autre et de choisir d'interagir avec lui de manière pacifique et non pas de manière agressive. Bien évidemment, pacifique ne veut pas dire sans violence, sans fermeté, il y a tout un tas de nuances. Il n'est pas question, par exemple, de se laisser marcher sur les pieds, pour reprendre des termes qui sont proches de nos termes. C'est pas ça du tout. Mais par contre, il y a un monde entre l'agression spontanée et la reconnaissance mutuelle pour aller plus loin ensemble. C'est ça le fondamentalement le droit naturel. Bien sûr, ça se traduit par toute une théorie du droit, sur laquelle on pourra revenir si vous le souhaitez, mais qui est que je dirais qu'une formalisation de cette première prise de conscience de l'humanité et de tout temps. Nous ne serions pas aujourd'hui ici, on pourra en parler, si depuis 200 000 ans les hommes n'avaient pas pris cette conscience. Ouais. Le droit positif par rapport à ça,
est en fait aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est l'opposition même de ce droit naturel. Parce que le droit positif, je rappelle que le droit positif, c'est un droit qui a été posé, ça vient de cela, le positif. Hein. C'est pas le contraire du droit négatif, Non. même s'il se trouve que le droit naturel s'exprime de manière négative. Bon, Oui, oui. bon. Voilà, le droit positif, c'est le droit qui est posé, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, il y a une entité qui se positionne au-dessus des individus et qui vient poser un droit qui n'est pas le droit naturel. Parce que si c'était le droit naturel, il n'y aurait précisément pas besoin de le poser. Le droit naturel se pose tout seul. C'est un peu ce qu'on vient de dire. On se reconnaît, nous reconnaissons du droit. D'accord? Donc il n'y a pas besoin de le poser. Le droit positif suppose qu'il y a quelqu'un de supra, hein, donc une espèce de souveraineté au-dessus de nous, qui vient poser un droit qui ensuite nous est imposé. Et les deux différences fondamentales sont celles-là. Une souveraineté supra-individuelle qui impose un droit et le fait respecter, lequel droit ne peut pas être le même droit naturel, sinon il n'y en aurait pas besoin. D'accord ? Donc c'est forcément un droit différent, et parce qu'il est imposé, il est fondamentalement contraire au droit naturel. Donc quand on a compris que le droit positif, c'est une souveraineté supra-individuelle, alors que le droit naturel, c'est la souveraineté de l'individu, que ce droit est imposé, posé et imposé, sinon il n'y aurait pas de sens. Okay, et que de ce fait même, il est contraire au droit naturel, puisque sinon, on a compris le droit positif, et donc on comprend tout de suite que la liberté est peu compatible avec le droit positif. Oui, tout à fait. Et j'ai oublié votre troisième point, je suis désolé. Oui, bah écoutez, je crois que moi aussi. Bah après, c'était plutôt clair. Oui, je crois que j'ai aussi oublié, je crois. Bien, ça me rassure. Peut-être comment le faire advenir, mais bon, de toute façon, tant qu'il y a un État et un législateur qui pose ces lois, c'est pas évident. Mais comment le droit naturel advient ou comment simplement il est, si je puis dire. Hein, Oui. Je pense que c'est tout simplement dans la définition et nous en sommes nous-mêmes, hein, c'est testant même un bon exemple. Bien sûr. Le droit naturel, c'est tout simplement l'accord, la négociation et l'accord convenu. Donc il y a négociation, il y a accord et convenu, c'est-à-dire consentement entre les individus. Chaque fois que deux individus décident ensemble de faire quelque chose sans contrainte autre que leur propre accord mutuel, nous sommes dans le droit naturel. Ce que nous sommes en train de faire tous les deux, nous avons convenu d'une initiative, convenu d'un horaire, d'un média, d'un sujet, et nous le mettons en œuvre en étant d'accord ou pas d'accord, et à tout moment nous négocierons le périmètre de cette interview. C'est la mise en œuvre du droit naturel. C'est aussi simple que ça. Oui, bien sûr. Alors du coup, quand ça s'est posé par extension, on a parlé du coup du droit positif. J'avais fait une petite bannière, mais vous avez déjà plus ou moins répondu, plus ou moins. Il y a les faux droits, droits créances, selon comment est-ce qu'on peut appeler ça, qui ne découlent pas en fait du droit de propriété, qui sont des droits qui passent par la coercition du Léviathan, coercition étatique, par son truchement. C'est particulier parce qu'on peut se dire, non mais attends, il n'y a pas de droit au travail, il n'y a pas de droit à la sécu, il n'y a pas de... Non, ontologiquement, il ne découle pas du droit de propriété. C'est pas si évident à comprendre, je trouve. Quand on dit ça aux gens, ils se disent, mais qu'est-ce que ça veut dire comment est-ce qu'on va faire sans ces droits, ces faux droits? Bon, faut être très clair, hein, ce ne sont pas des... Est-ce que vous pouvez peut-être encore en 2-3 minutes... Oui, 3 points nouveaux que je peux faire rapidement, bien sûr. Vous avez fait implicitement, parce qu'on n'en a pas parlé, le lien avec la propriété. Je l'ai occulté, donc je vais le faire rapidement. Selon le droit naturel et selon, en tout cas, moi, les idées que je défends, le lien qu'il y a entre droit, liberté et propriété est le suivant. Et en fait, c'est la définition même de la liberté, selon, on va dire, la doctrine que je porte, on va dire. La définition même de la liberté, c'est le droit, au sens du droit naturel, pour un individu, bien évidemment, de faire ce qu'il désire avec sa propriété, justement.
La propriété étant en gros la matérialisation du droit sur des choses, au sens très large du terme. Et être libre, c'est pouvoir faire ce qu'on désire, hein, non pas ce qu'on est capable, non pas ce qu'on veut tout librement, mais ce qu'on désire à hauteur de ce dont on a le contrôle, hein, c'est-à-dire la propriété. C'est-à-dire, dit autrement, pour finir, je fais ce que je veux chez moi, je fais ce que je veux de mes affaires. Par contre, je peux pas faire ce que je veux de vos affaires. Et c'est la propriété qui fait la limite, si on peut parler de limite, à un moment donné, de là où je suis libre ou là où je suis pas libre. C'est le lien qu'il y a entre droit, liberté et propriété. Et effectivement, quand on a compris ce lien-là, et qu'en fait, tout le fonctionnement plus ou moins explicite, voire même implicite de la société est lié à ça, les droits dont vous parlez, hein, sont faciles à caractériser ou à reconnaître. Dans le vocabulaire fréquent, en politique et autres, on trouve souvent deux façons d'exprimer les droits. On entendra des droits de et des droits à. Les droits de, c'est ceux dont je parle. C'est le droit de faire quelque chose, c'est le droit d'agir. Et la liberté, c'est ça. La liberté, c'est pouvoir agir à sa guise dans les limites dont on a parlé. Mais la liberté, c'est je peux agir. Donc c'est toujours un droit de quelque chose avec un verbe. Dès qu'on rentre dans le droit à, le à porte sur quelque chose, mais surtout, on ne sait pas trop à qui on revendique ce droit ou d'où. Alors que le droit de, c'est mon droit, hein, c'est moi qui agis, donc c'est clairement mon droit. Le droit à, on demande le droit à qui. Et en fait, tous ces droits-là, qu'on ne sait pas exprimer de la même façon, supposent systématiquement, quelque part, un État, une entité, une instance, qui serait celle qui accorderait le droit. Hein, quand on dit j'ai le droit à la santé, ben, c'est pas moi qui peux vous accorder ce droit, c'est pas vous qui avez ce droit-là, c'est quelque part vous espérez vous tourner vers un magnifique ministre de la Santé qui, par magie, serait capable de vous accorder la santé. Donc on suppose toujours qu'il y a un tiers, et on revient sur cette notion de souveraineté supra-individuelle, magique, ou dont on ne sait pas trop d'où elle vient, qui aurait ce pouvoir fantastique de nous accorder la santé, par exemple. Et pour votre troisième point, si on reprend la santé, comment on fait sinon? Eh bien, la santé, c'est typiquement quelque chose qui relève de la responsabilité, du désir et des choix de vie de chacun, qui, bien sûr, peuvent se traduire par tout un tas de choix d'alimentation, de vie, de sport, etc. Et auquel il pourra y avoir tout un tas de réponses par les entreprises, les restaurants, les salles de sport, les médecins, les diététiciens, que sais-je, j'en oublie bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que pour finalement avoir la santé, c'est pas vraiment un droit, c'est plutôt un objectif que chacun peut se donner, et qu'il pourra se tourner vers tout un tas d'offres commerciales, de services au sens large, qui au bout du compte feront qu'il pourra avoir une santé meilleure que ce qu'il avait avant, meilleure que son voisin ou autre. Mais voilà, et on peut généraliser cette logique-là à tous les fameux droits A qu'on rencontre le plus souvent. Oui, en fait, dans les droits A, à la fin, il y a quand même toujours une catégorie de personnes ou des personnes, pour rester très individualiste dans mon expression, qui sont toujours lésées quelque part. Hein. Droit à quelque chose, on va toujours en passer par une spoliation, par une forme de coercition. On va passer par, comme je disais, par le truchement, par cette connivence étatique. Donc, bon, je le dis d'une façon plus compliquée, mais c'est pour avoir un autre angle, pour que les gens comprennent. Il y a toujours cette espèce de triche avec la réalité. On passe par l'État. Si vous me permettez de rebondir sur ce point, clairement, c'est si je reprends l'exemple de la santé, hein, comme je vais dire, si quelqu'un imagine avoir le besoin d'avoir un droit A, c'est que quelque part il se met dans une situation où son propre droit à la santé tel que je l'ai articulé, quelque part ne le satisfait pas, pour faire simple, et qu'il imagine qu'une entité supra-individuelle pourra lui donner d'autres moyens qu'il n'aurait pas déjà. Bon, ça c'est le premier raisonnement, mais il ne faut pas se tromper, pour rebondir sur ce que vous dites, cette entité supra-individuelle n'aura des moyens qu'à hauteur de ce qu'elle aura pris aux autres.
Donc, Voilà. c'est exactement ce que vous voulez dire. Oui, Et c'est ça. c'est clairement ce que fait l'État. L'État n'est jamais qu'une machine coercitive et une machine de redistribution, c'est-à-dire Voilà. de vol à certains pour redistribuer à d'autres. C'est Voilà. tout. Je ne sais pas si on parlera de l'impôt, mais peut-être à la fin, qui est en soi, ontologiquement, déjà un problème et un vol, mais peut-être on verra après. Alors, on a été peut-être un tout petit peu long sur ça, mais c'était bien de le poser. Je pense qu'on ira vite du coup sur ça, mais il faut aussi, comme le fait très bien l'auteur du livre, Christian Michel, distinguer droit, règlement, moral. Ça, c'est un gros plafond de verre. Droit moral, c'est un truc qui, moi, qui m'a fait passer un cap d'ailleurs, hein. À moi Bien qui sûr. déjà avait plutôt compris, mais il y avait un petit plafond de verre et loi. Donc, droit naturel au sens dont l'a posé Stéphane. Règlement, alors, règlement, ça découle du consentement. De votre règlement dans le club de foot, vous êtes d'accord pour adhérer à une charte, à des règles, et vous êtes OK dans le cadre de la réalisation d'un projet. C'est Non ça. pas, faut pas aller trop loin, si vous voulez. Il y a des limites. Stéphane va rebondir et compléter, hein, mais je vous le pose rapidement. Morale, une législation personnelle. Exemple, pourquoi pas la religion catholique pour certains Français. Une volonté de se placer dans un cadre qui nous est propre, qui nous contraint, qui nous oblige, mais c'est soi avec soi. Et les lois, droit positif, on refait le lien, la plume du législateur qui passe par là et qui vient ajouter, contraindre justement par la loi. Et donc la loi, il faut être très précis, hein, ne découle pas de projets libres et consentis. C'est aussi ça qui est important, c'est qu'on ne l'a pas souhaité, cette loi. On n'y a pas adhéré, on n'y a pas dit OK. Le consentement saute en fait directement pour que les gens comprennent bien et faire la différence droit, loi aussi. C'est ça qui se passe, c'est que le droit existe déjà dans la nature, pas la peine de le poser, on peut le théoriser pour que ça soit clair pour tous, mais il est là, ontologiquement. Les lois ne sont pas là. On les pose et personne n'y a consenti expressément. Donc, pour reprendre les mots de Christian Michel, ça ne naît pas d'un lien libre et consenti, et donc c'est des relations. Alors lui, je crois qu'il parle de relations pornographiques au sens sans amour. C'est des relations. C'est intéressant comme mot d'ailleurs qu'il utilise à chaque fois pour ça. Donc je ne sais pas ce que vous pouvez nous dire sur ça. Droit, règlement, moral, loi, avant de passer à la suite. Je pense que vous avez fait le tour Ouais. fondamental. Le point que vous avez raison, ce qu'on rencontre comme étant la principale difficulté intellectuelle, Oui. c'est effectivement la différence entre droit et moral. Ah ouais. Beaucoup de gens ont du mal à concevoir que le droit ne soit pas là pour assurer la morale. C'est très. Et pourquoi c'est un point qui est fondamental, c'est que une morale, c'est un jeu de valeurs qui peuvent être plus que personnelles, hein, mais ce sont quelque part des préférences de comportement et de culture, quelque part. Donc, qui peuvent être tout à fait légitimes, meilleurs que d'autres. Je ne porte absolument pas de jugement particulier sur telle ou telle morale ou sur le concept même de morale. Mais il faut bien simplement se rendre compte que il y a foultitude de morale parce qu'en fait ce sont des règles de comportement et que finalement je me vois mal expliquer, moi français, que la morale, on va dire la culture française sera fondamentalement bien meilleure que celle qu'on pourra trouver en Chine ancienne ou au fin fond de certaines entités. Ouais. Voilà, bon. Et donc, on ne peut à partir de là imaginer que la liberté et le vivre ensemble s'articulent qu'à partir du moment où on est capable, de par le droit, hein, qui le vivent ensemble, que le droit autorise, reconnaisse ces différences de choses-là. Voilà. Après, pour relever de préférences personnelles, bien évidemment, mais on ne peut pas interdire ou considérer comme interdit des choses qui sont simplement des règles de comportement qui ne nuisent à personne d'autre que l'individu lui-même. Ouais. En fait, le droit permet de poser un cadre. Il dit ce qu'on ne peut pas faire, donc violer la propriété d'autrui. Ce qu'on peut faire, ce que l'on veut avec ce que l'on a. Et ça s'arrête là, déjà, pour le droit, quoi, naturel. Quand on a posé ça ensuite, parce que, autre plafond de verre, c'est sans loi. Alors, les gens diraient l'anarchie. Déjà, c'est. Bon, c'est pas grave. Ils diront sans loi, c'est le chaos, en fait. Sauf qu'effectivement, pardon,
On fait bien le distinguo. À partir du moment où on parle de droit naturel, on est dans le cadre de règles. Hein. Ce n'est Oui, pas oui, l'anarchie chaos. C'est bien clairement. Il est inconcevable qu'une société, et en tout cas celle dont parle Christian Michel dans le livre, est bien évidemment une société qui a des règles, pour employer encore un autre terme, effectivement, mais qui n'a pas de loi au sens du droit positif. C'est-à-dire que ce sont des règles qui sont reconnues, adoptées, euh, et non pas contraintes. tout à fait. Écoutez, je pense que on a fait un bon tour sur ça. Ouais, parfait. Une bonne demi-heure sur ça, c'était nécessaire. Alors, pourquoi c'était nécessaire? Parce qu'en fait, alors peut-être qu'on peut le dire rapidement, mais quand on a dit ça, en fait, le libertarianisme et toute la théorie enfin, qui existe, on va dire, derrière ce terme, est une épistémologie très robuste avec une logique de déduction. En fait, il y a deux axiomes, donc le droit naturel, la propriété, puis l'action humaine pour le côté économique. Je pense Oui, qu'on ne pourra pas faire trop d'écho, enfin un petit peu tout à l'heure, mais je pensais à Ludwig von Mises, mais bon là on va peut-être pas commencer à trop diverger, mais il y a deux axiomes et en fait quand on fait de la déduction logique, on comprend tout ce qui est légitime, tout ce qui existe, tout ce qui fait sens et tout ce qui est en fait déjà en trop, si je puis dire, tout ce qui finalement crée de la confusion et sort de la déduction logique. Il y a une hyper-rationalité dans cette doctrine, cette école de pensée, oui. que je n'ai retrouvée nulle part ailleurs. Je ne sais pas si ça existe ailleurs, je ne connais pas assez, mais j'imagine que non. Non. Ouais. Pas que je sache, et je vois même Bah pas non. comment, parce que Non, à moi non part plus. à part la dupliquer, il faudrait imaginer toute une théorie qui serait complètement différente, et j'avoue que je n'en ai ni connaissance ni Ouais, capacité à ouais, la ouais. concevoir. Non, non, non. Pour moi, c'est effectivement. Je dis souvent, j'ose dire que je ne connais pas d'autre doctrine que la doctrine libertarienne qui soit à la fois complète et cohérente. Bah ouais, c'est ça, c'est ça. Bah écoutez, excellent pour cette première demi-heure. Alors, j'ai fait une bannière, le problème de l'État. C'est peut-être pas très clair comme ça. Parce On que en a je déjà pense. un petit peu parlé, le Mm. problème de l'État, donc entité coercitive, centralisatrice. Euh, Moi, quand je pense à l'État, je pense en fait à trois choses qui sont coercitives. Le pouvoir de légiférer, pardon. Alors, je ne sais pas si Mhm. on voit mon doigt. Tac, un. Droit positif. La violence légitime. Oui, C'est un tout petit peu problématique. Et puis la capacité à prélever l'impôt. Euh, Taxes, parce qu'il y a aussi les taxes invisibles, hein, la TVA, bon, bref, mhm. on ne va pas trop le développer, mais moi, quand j'y pense aujourd'hui, je vois ces trois pouvoirs coercitifs qui sont tous ontologiquement un problème. Oui, Euh, Sachant que on parlera juste après justice sécurité, comment est-ce qu'on pourrait s'organiser. Peut-être qu'on peut revenir un petit peu sur l'impôt et parce qu'on a quand même parlé là du droit positif, hein, donc ça je pense que c'est bon. On parle après de la justice et de la police si ça vous va. Peut-être un tout petit mot sur l'impôt et pourquoi est-ce que c'est aussi vicieux et mhm. pourquoi. Alors peut-être même un mini mot sur du coup le problème ontologique aussi du socialisme et pourquoi ça marche pas, parce qu'en en fait on a un Oui, esprit c'est lié. socialiste en France. Et, bon, c'est lié, mais je vous Mhm. laisse un peu. Mhm. Développer. Je peux parler, je vais effectivement traiter rapidement le problème de l'impôt, mais si vous me permettez, vous avez évoqué trois points. Et je pense qu'il y en a un quatrième que je vous Ah, suggère, pardon. parce qu'il est, non, non, pas de problème, mais parce qu'il est également un point important qui est dans le livre. C'est pas juste pour la discussion, mais je pense que c'est un point fondamental du bouquin, c'est la démocratie, et on pourra y revenir. C'est que l'État aujourd'hui tel qu'on le conçoit et tel qu'il pose fondamentalement problème, c'est également l'État démocrate, à mon sens. Ah oui. On serait un monarchiste, ça se passerait pas exactement de la même façon, par exemple. Hmm. L'impôt, oui, bien sûr que l'impôt pose problème. Alors, il y a trois, si vous, je vais faire rapide, mais quand même, il y a trois Oui, points. oui. L'impôt et du vol. Alors, bien sûr, ça choque souvent. Et pourtant, c'est la stricte vérité. À partir du moment où Hmm. quelqu'un, quel qu'il soit, euh, se croit en légitimité ou se prétend être en légitimité à vous prélever de l'argent contre votre volonté, parce que c'est ça l'impôt. Sinon, ça s'appelle pas l'impôt, hein, ça s'appelle une cotisation, un don. Mais l'imposition, par définition, le mot même le dit, c'est quelque chose qui est imposé. À partir du moment où c'est imposé et qu'on vous prend de votre argent, donc sans vraiment que vous en soyez d'accord, c'est un vol.
Oui, Il n'y a pas à tortiller. Il n'y a pas à non. tortiller. Donc, l'impôt pose un problème qui est double, c'est que ça permet à l'État de disposer de fonds pour en faire un peu ce qu'il veut. Et on verra que c'est important. Oui. Et donc notamment pour faire des choses qui sont pas forcément ce que vous voulez, puisqu'à partir du moment où il a de l'argent, il peut faire des choses qui sont contre votre volonté. Il en a les moyens. Donc quelque part, il vous vole de l'argent pour ensuite vous imposer quelque chose que vous ne voulez pas. À commencer par la redistribution, l'armée, la guerre, on peut imaginer foultitude de choses. Voilà. Mais ça va même encore plus loin que ça, puisqu'aujourd'hui, dans notre civilisation, si je puis dire, dans notre époque en tout cas, c'est pas seulement l'impôt, c'est également la dette, et c'est Oui. également ce qu'on appelle de plus en plus l'argent magique, c'est-à-dire la capacité à créer soi-disant de l'argent, et avec cet argent-là, à nous endetter encore plus, à créer de l'inflation, et encore une fois, Oui, ça c'est très important. voilà, et à faire tout un tas de choses que l'État ne pourrait pas faire s'il n'avait pas cet argent magique. Ah oui. Ça. Donc ça, je pense que c'est c'est un point qui est gravissime dans l'État moderne et qui est très clairement lié aussi à sa dimension démocratique. On pourra y revenir. Oui, c'est intéressant. Je pense qu'on en parlera dans la dernière bannière, questions de société, divers. On pourra faire différents ponts dans les 10-12 dernières minutes, à mon avis. Et bon, voilà. Très bien. Alors, ça fera un lien parfait, tac, avec ce qu'on appelle le marché, ce qu'on appelle l'économie, l'action humaine. En fait, l'économie, c'est d'abord l'action humaine, c'est faire. Peut-être qu'on va un petit peu en parler de ça. Et puis, intéressant, le capitalisme, qui est tant décrit aujourd'hui. Oui. On nous parle de décroissance, on nous parle d'anticapitalisme. Attention, j'ai eu des discussions avec des anticapitalistes, très sur d'eux, très sur d'eux, sur des bases épistémologiques toujours très robustes, bien sûr. Et c'est bon, compliqué. Ce qui est amusant, c'est que ce qu'on appelle la droite est quand même souvent a des tendances socialistes. Je connais pas beaucoup de gens dans votre ligne, enfin, sur votre ligne, dans la droite actuelle. Hélas. Bon, comment ça se fait? Alors, il y a plusieurs choses. Marché, économie, capitalisme, ok. Comment ça se fait qu'il y a encore ce plafond de verre autour du capitalisme? Pourquoi est-ce qu'il est tant décrié, martyrisé, diabolisé? Très rapidement, alors ici, très rapidement, comment est-ce que vous expliqueriez vraiment en quelques mots ce qu'est pour vous l'action humaine, l'économie, au sens libertarien, bien sûr, pas au sens keynésien, pas au sens, attention, bien sûr. Et pourquoi est-ce que le marché, finalement, n'a rien de mauvais en soi? On entend aussi beaucoup la marchandisation du monde, de la société, la perversion de certaines valeurs par le marché. Alors que le marché, c'est nous. Enfin, je vous laisserai le dire mieux que moi. Voilà, donc ça fait 3 questions. Capitalisme, pourquoi tant décrié? L'économie, rapidement, c'est quoi pour un libertarien, le marché? De la même manière, pourquoi est-il décrié et qu'est-ce que c'est finalement, très simplement? Sachant peut-être que la 2 et la 3 sont un peu les mêmes questions d'ailleurs, hein, je suis en train de me rendre compte. Je vais essayer de faire ça rapidement. Bon. Merci pour le défi. Oui. Le capitalisme, il y aurait de quoi dire beaucoup, mais 3 choses très rapidement. Le capitalisme, bien sûr, est un terme qui nous est hérité de Marx et c'est souvent ça qui pose problème. En fait, de plus en plus, on y met derrière les grandes entreprises et la pollution et toutes les choses qu'on voit mauvaises liées à l'industrialisation, à tout va et à tout de notre société, sans voir qu'en fait, souvent, ces grandes entreprises et les perversités des grandes entreprises va avec une forme de collusion avec l'État et que ces entreprises, voilà, cette forme-là de capitalisme n'existerait pas et n'aurait pas toutes ces perversions supposées si il n'y avait pas elles n'étaient pas coquinées avec l'État, et on pourra revenir dessus. Le véritable capitalisme, c'est celui des PME, des entrepreneurs, des petites entreprises et de tout un chacun.
Nous sommes tous des capitalistes. Il n'y a pas d'humains qui ne vivent de manière capitaliste, au sens que le capitalisme n'est jamais qu'un processus économique qui consiste à épargner pour pouvoir monter un projet, quel qu'il soit. Ne serait-ce que se nourrir. Il faut économiser pour avoir de l'argent, pour pouvoir acheter de la nourriture et se nourrir. Économiser pour un projet, c'est du capitalisme. Faisons très simple. Donc, le capitalisme est fondamentalement humain. L'esprit d'entreprise est fondamentalement humain. Les PME, qui sont encore les plus proches d'une activité qui a du sens en termes d'humanité, sont le fondement de l'humanité. Et ce qui la fait vivre encore aujourd'hui. Et le capitalisme dont on parle, c'est une tarte à la crème qui malheureusement qui souffre de son étatisation, pour faire très rapide. Oui, oui. Voilà. Après, on est là aussi pour parler de Christian Michel. Pour Christian Michel, il est en bon anarcho-capitaliste. Pour lui, il parle de capitalisme pour signifier exactement la même chose que la société libre ou libertarienne. Pour lui, c'est exactement la même chose. Une société qui serait une société réellement libre au sens de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est une société capitaliste, et même pour lui, c'est le capitalisme. C'est la même chose pour lui. Et je le rejoins d'une certaine façon. À partir du moment où on a compris que le capitalisme, c'est le fonctionnement naturel de l'humanité, à condition qu'on soit libre d'agir, effectivement, c'est la même chose. Ensuite, vous aviez une question sur un peu le côté plus théorique de l'action humaine et de l'économie pour le libertarien. Oui. Je prendrais une image simple, histoire de concrétiser, parce qu'on pourrait théoriser beaucoup. Oui, oui. L'action humaine, ça veut dire que la façon dont les libertariens ou quelqu'un comme Christian Michel aborde l'économie est d'abord avant tout sous l'angle de l'action de l'individu. C'est-à-dire que vous et nous, par exemple, vous et moi, nous sommes en train d'échanger à cet instant-là. Nous échangeons du temps, quelque part, nous faisons une transaction économique au sens que, quelque part, l'un et l'autre, nous en espérons en tirer une forme de profit, d'une manière ou d'une autre. C'est une action humaine, c'est une action économique. Et l'économie, de manière générale, n'est faite que intégralement et exclusivement d'actions de ce type-là, des échanges des uns et des autres. C'est ce qu'en général on appelle souvent en économie la microéconomie. Et beaucoup d'économistes vont faire leur chou gras de ce qu'ils appellent la macroéconomie, en essayant de prendre du recul et d'envisager l'économie au niveau national, régional ou que sais-je. Pour un libertarien, et même simplement dans la réalité, il n'y a pas de macroéconomie. Il n'y a que de la microéconomie. Et le marché, puisque vous avez parlé de ce terme, n'est jamais que la dynamique, la combinatoire de toutes les transactions qui se passent à tout moment dans le monde. Il y en a des millions et des milliards. Cette dynamique continue des uns avec les autres, qui est harmonique, c'est ce processus-là qui à tout moment fait des échanges et des choix de chacun et qui quelque part équilibre l'ensemble des transactions au niveau mondial de manière harmonique, j'insiste. C'est ça le marché. Oui. Et c'est ça qui quelque part fait fonctionner l'humanité. Il a fait converger progressivement vers une situation de plus en plus prospère quand tout va bien. C'est ça le marché, c'est rien d'autre. Et c'est pas peine de chercher des trucs compliqués avec des maths, des formules, machin. Il n'y a rien d'autre. Il y a rien d'autre à comprendre. Il y a rien d'autre à comprendre. Ça, on peut en parler longtemps aussi, de la complexification que j'ai l'impression volontaire de certains économistes. Bon, bien sûr. Au hasard des Canadiens. Mais ça rejoint aussi ce que vous dites sur les gens de droite, les politiques, etc., et les économistes en général. C'est que si on leur enlève cette vision un peu abstraite, théorique, et quelque part l'aura et la position un peu honorifique qu'ils ont d'avoir ce point de vue macro, etc., ou mathématisé, etc., on leur enlève toute leur position. En fait, ils sont sur des sables mouvants, mais bien sûr, il n'est pas question de le dire parce que ça serait les faire déchoir. Mais pourtant, c'est juste la réalité. Oui, c'est une forme d'argument d'autorité, de se positionner comme sachant. On a eu d'autres cas comme ça dans d'autres secteurs durant d'autres périodes, mais c'est toujours pareil. On se pose comme une entité, encore une fois, qui saurait
et on C'est ça. invente des choses. Ouais. Alors, la macro, la micro, c'est encore un plafond de verre hein, économique là, mais quand on sait qu'il n'y a que des individus, il n'y a plus de macro, il n'y a qu'une synergie. Mais la synergie, c'est quoi? C'est d'abord vous et moi, puis c'est moi et le voisin, puis c'est le voisin avec l'autre voisin. Exactement. Bon, mais ça nous paraît bête, mais enfin bête, oui, mais c'est pourtant. Non, ça l'est pas du tout. Ça l'est pas du ouais. tout parce que ça conduit à une conception du monde et de l'humanité qui est pas forcément triviale. C'est-à-dire qu'il faut arriver à comprendre que ces interactions par milliards, parce qu'elles sont par milliards, nous sommes en milliards, oui. d'accord. Ces interactions par milliards en continu portent en elles-mêmes tout un tas de choses au niveau de l'humanité. C'est-à-dire que ce fameux niveau macro, il existe, mais il n'existe pas comme on nous le dit. Oui, bien sûr, c'est exactement ça. Tout à fait. Bah écoutez, très bien, je pense que ça a été bien vulgarisé. L'économie, après, c'est un pan qui est monstrueux. Enfin, j'ai parlé des deux axiomes, droit naturel et action humaine. Bon, alors, je ne sais pas si Christian Michel a peut-être plus parlé du droit naturel et de ce qui en découle que de l'économie. Oui, en effet, oui. Je suis même pas sûr, si, oui. Un peu plus. Christian Michel est plus, effectivement, vient vraiment du vivre ensemble, c'est-à-dire on est quand même beaucoup plus sur les accords en commun. Il y a peu de théorie économique chez lui dans ce livre, même si c'est un entrepreneur et donc plusieurs fois il donne des éclairages entrepreneuriaux à certaines situations ou à certains points de discussion qu'il apporte. Mais son sujet n'est pas un sujet économique, c'est un sujet purement social. Donc voilà, l'argumentation économique est ponctuelle dans ce livre. Oui, c'est ça. Il y a quelques chapitres un petit peu sur des questions économiques, mais globalement, oui, c'est quand même plutôt. C'est quand même assez marrant ces titres. Hein. Que faire des gens riches? C'est amusant. Exactement. Il a le sens de certains titres. Mais c'est une vraie question si on commence à rentrer dans les chapitres. Ah bah oui, effectivement, qui parlait de l'esprit socialiste et il y a une haine du, enfin oui, il y a une petite haine du riche quand même. On n'aime pas les gens qui dépassent un petit peu trop en France notamment. Alors, est-ce que c'est français d'ailleurs d'après vous cet esprit? Alors moi, je parle d'esprit socialisant, ou socialiste, mais est-ce que c'est très français? Je me demande quand même si c'est pas un peu dans la culture aussi. Chez nous, je sais pas. C'est une vaste question, ça. Ouais. C'est une vaste question qui mériterait probablement toute une vidéo. Non. Je pense qu'il y a plusieurs dimensions. Je pense que c'est spécialement vrai en France et pour tout un tas de raisons. Ça remonte à la religion, ça, parce que c'est quand même. Il y a une dimension catholique qui n'est pas exclusivement catholique, d'accord, mais qui est quand même très portée par la pensée catholique parce que ça porte une notion de sanction, punition, et qui nous ramène à la Révolution et même avant la Révolution. Hein. La façon dont en France traditionnellement, par exemple, la justice est conçue, au sens classique du terme, est une justice de punition et ça remonte à très très loin, d'accord. Le riche, parce qu'il était souvent associé aux nobles et quelque part aux voleurs, parce qu'on comprend pas toujours bien comment on devient riche, et le fait qu'on puisse juger les gens à leur richesse, c'est encore quelque part une espèce d'atavisme plus ou moins religieux. C'est pas pour rien, mais ce n'est pas ce que français, parce que c'est pas pour rien, par exemple, que Max Weber a fait le lien entre le capitalisme et les protestants, par exemple. C'est vrai. Donc, ce n'est pas que français, hein, d'accord. Et puis, ce n'est pas pour rien non plus que les États-Unis, culturellement, se sont créés sur le capitalisme, mais avec une volonté d'être, comment je pourrais dire, religieux, hein, multi-religieux. Ça évolue depuis, mais donc je pense que dans l'histoire, il y a tout un tas de choses qui ont fait que c'est pas simplement uniquement français. Mais par contre, quand on regarde dans l'histoire et quand on fait le lien justement qu'il y a entre l'histoire du droit, l'histoire de l'économie et les valeurs religieuses et morales, on comprend mieux qu'en France, on soit particulièrement gratiné. Oui, c'est assez gratiné, c'est assez compliqué. Et puis il y a cette croyance peut-être que le riche aurait volé, alors qu'on est riche grâce à l'autre d'abord, parce qu'il y a eu échange, il y a eu apport de valeur. C'est la principale difficulté qu'ont les gens à comprendre. Mais même, pardon de vous couper, mais
même dans mon expérience, même des gens qui sont haut placés dans certaines entreprises, dont on Ah oui, pourrait oui. imaginer qu'ils comprennent et qu'ils ont toute la capacité intellectuelle et culturelle pour comprendre, j'ai l'expérience de pouvoir dire que même des gens à ce niveau-là ne comprennent pas que la richesse se fait toujours à deux. Oui, c'est un service, oui, comment dire ça? On offre de la valeur, on donne de la valeur, on est rétribué à cette mesure. Il n'y a pas d'échange entre guillemets inégaux, hein. Si on se débarrasse de 10 € entre guillemets, c'est parce qu'on a considéré que ce qu'on a acheté, imaginons cette petite statue que j'ai devant moi, là, tac. Si je l'ai achetée, c'est parce que j'ai estimé qu'elle valait plus que 10 €, donc C'est ça, j'ai fait une bonne affaire, si je puis dire. c'est ça. Bon, je pense que je vous inviterai peut-être pour les questions éco, parce que c'est passionnant, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur l'économie. Il y a Et largement de quoi discuter. je crois que c'est un gros plafond de verre de droite aussi. Oui. Je suis assez critique à chaque fois parce que bon, je considère que la gauche, c'est quand même très, très compliqué de faire des liens et de les ramener. J'ai une volonté un peu j'allais dire, de conversion de certaines personnes de droite parce que je sens qu'il y a des ponts, je sens qu'il y a des gens qui sont pas loin de flancher. Je vois dans mes discussions, mes DM, mais je vois qu'il y a une conscientisation du problème du Léviathan, je vois qu'il y a une conscientisation du fait qu'il y a plein de petites choses qu'on décrit là en ce moment même, qui sont en train de mûrir, qui sont en train de... Tu vois, c'est comme des niveaux de réalité qui sont en train de se faire. Je sens beaucoup moins que c'est le cas quand je parle avec des gens beaucoup plus qui se positionnent de gauche. J'ai eu des discussions avec des gens ouvertement communistes, anarchistes de gauche, socialistes. Là, je sens que c'est très compliqué. C'est pas pareil pour les gens plus de droite. Et c'est pour ça que j'aime bien revenir à eux et me dire, tiens, comment est-ce que je pourrais faire passer le message? Et vous aviez sur Liberali, donc je fais une petite aparté, un article sur les stratégies de conversion, je crois, sur la pyramide. Il y avait une pyramide qui était intéressante, où on passe des niveaux de réalité et où vous décriviez un peu de façon rapide et précise comment faire pour passer le message. En gros, je vous la fais rapidement, pour les gens qui nous écoutent. C'est ça. Ça, c'est intéressant comme sujet. C'est intéressant. Mais pour rebondir sur ce que vous dites, même si je considère que les libertariens sont ni de gauche ni de droite, au sens de la dimension politique qu'on accole à ces qualificatifs, pour autant, là où je vous rejoins, c'est que à gauche, je pense que c'est totalement incompatible parce que les prémices fondamentales de la gauche sont totalement incompatibles avec les prémices de la liberté. Et on pourra en parler. Par contre, à droite, moi, je suis d'une culture de droite populaire, hein, pour pas dire populiste, mais certainement populaire. Je viens de la droite populaire. Et moi, mon expérience de la droite populaire, c'est qu'elle a au moins une ligne de pensée en commun avec ce dont on parle aujourd'hui, c'est celle de l'entrepreneuriat. À partir du moment où on est dans une pensée où l'entreprise, où l'entrepreneuriat et quelque part spontané, naturel, mais il y a tout un tas de choses qui vont de pair. On ne peut concevoir l'entrepreneuriat qu'à partir du moment où la richesse est positive, la pensée de la richesse est positive, où le droit est positif aussi, positif, le droit naturel est vu de manière positive, parce que forcément l'échange et le respect va de soi. Hein. Donc effectivement, mais par contre, évidemment, il faut accepter de renoncer à des choses supra. Hein, le roi, le président, la République et l'État, tout ça, par contre, doivent tomber. La nation, toutes ces notions-là qui sont des notions en fait traditionnelles, culturelles, etc., doivent tomber. Ouais, on en reparlera. Très intéressant. Moi, je parle d'abstraction, je parle d'entité, de choses globalisantes qui empêchent de penser l'individu. Je parle souvent de révolution anthropologique au sens de se recentrer sur l'individu et tout ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire. Bon, c'est intéressant tout ça. Alors, 54, ok, très bien. Peut-être qu'on peut parler un petit peu justice-sécurité, déjà au sens libertarien. Comment serait la justice libertarienne et la sécurité libertarienne? La privatisation du régalien, si je puis dire, hein, pour que les gens comprennent de quoi est-ce qu'on parle. Et puis c'est déjà pas mal du tout. Donc, pour introduire rapidement, vous ferez mieux ensuite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on revient sur... justement, je parlais de mettre l'individu au centre. Dans la justice, c'est le moins qu'on puisse dire. On replace l'individu au centre et on cherche la réparation avant quoi que ce soit. Après, on peut parler machin, mais
pour la faire courte, on nous replace au centre, on cherche à être réparé de ce qu'on a perdu par un agresseur. Oui. Premier élément. Sur la sécurité, on la conçoit aujourd'hui dans le régalien par l'État, qu'à la violence légitime, et en fait, elle est privatisable, si je puis dire. On peut s'organiser, on peut avoir des groupes privés, des polices privées qu'on paierait comme un service. Imaginons une sorte d'abonnement, je ne sais pas, à une entreprise de sécurité ou que sais-je. Et l'État, en fait, n'est pas le garant d'une sécurité absolue et on peut s'organiser comme on s'organise pour tout au niveau sécuritaire. Absolument. Bon. Oui, oui, oui. Alors, effectivement, vous avez donné l'idée de base, mais déjà, l'État ne peut pas être garant de la justice, hein, même au-delà de la sécurité. Pour moi, la justice est au-dessus de la sécurité, hein, c'est la manifestation, quelque part. Oui. Le fond du sujet fondamental, c'est la justice. On parlait de droit. Okay. L'État ne peut pas être le porteur de la justice puisqu'il est le premier à nous voler par l'impôt. Oui. Voilà, donc à partir de là, parler de justice par l'État, ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas espérer de quelqu'un qui vous vole qu'il soit votre juge. Ça n'a pas de sens. Bon. Non. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous l'avez dit, la justice, comme on la conçoit traditionnellement, est une justice de sanction. C'est une justice punitive et qui cherche à punir le coupable et qui oublie complètement, jamais on entend parler de la victime. Jamais. Ou très rarement. Jamais dans les infos, dans les actus, on parlera de la victime à ceci, victime. Non, non, on va parler de un tel a fait ceci, un voleur a fait cela. Je ne dis pas qu'il faut pas en parler, pardon. Mais on oublie la victime. La justice véritable, la justice libertarienne, et c'est fait exactement l'inverse, se focalise sur la victime, pardon, et avec même un objectif différent, parce que pour moi, la justice, c'est le retour au droit. C'est le retour au droit. On était avant le méfait, on était en situation de droit. Quelqu'un avait des choses, voilà. Quelqu'un intervient, dérobe, vole, machin. Donc, il y a une rupture du droit. Ok, ça arrive. Le but de la justice, c'est de revenir à l'état antérieur, celui du droit, avec bien évidemment, au passage, une sanction qui est faite évidemment au malfaiteur. Il faut que ça soit dissuasif. Mais le premier objectif, c'est le retour au droit. Et regardez simplement la justice au quotidien dans notre monde actuel. Jamais on ne vous dira ça. Jamais. Non. Alors, sur cette réparation, je prends un exemple tout de suite extrême, entre guillemets, meurtre, viol. Comment est-ce qu'on répare? Comment est-ce qu'on retrouve une situation antérieure, hein, pour rester rigoureux? Oui. Bon, alors, il est évident qu'on peut pas faire renaître les gens. Voilà. Il y a un meurtre. Mais encore une fois, si on revient sur une logique qui est celle du retour au droit et non pas retour à la vie, hein, on peut pas faire renaître les gens. Bon. C'est ça. Mais si on veut retourner au droit, il faut se rappeler comment le droit lui-même est fait. Et si vous vous rappelez comment je l'ai dit au début, j'ai évoqué que le droit naturel, c'est le résultat d'une négociation. Hein, nous avons, reprenons un exemple d'autres vidéos en ce moment, nous avons tous les deux négocié pour tomber d'accord qu'on avait un contrat à faire cette vidéo. C'est une négociation. Le retour au droit, c'est la même chose. Si on ne peut pas rendre la vie à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait à défaut? À défaut, on va négocier avec la famille. Le coupable et ses représentants, il y aura des assurances, des juges, des tiers qui vont intercéder, bien évidemment, mais au bout du compte, le coupable négociera avec sa victime, ses représentants de la victime, la famille, etc., pour qu'il y ait un accord de compensation, de réparation. Donc, on va négocier. Et le coupable va avoir un engagement, un contrat qu'il devra exécuter, qui sera en fait sa dette envers la famille des victimes, qu'il aura négocié avec la famille et qu'il devra bien évidemment exécuter. Mais à partir du moment où il aura exécuté ce contrat, le droit, on sera revenu au droit. On aura compensé un défaut de droit par un autre droit à la place. On reste dans une pure logique. On reste dans une pure logique de droit et de négociation. Mais évidemment, on ne va pas rendre la vie, ça n'a pas de sens. C'est ça. Et alors, pour finir sur ça, je ne sais plus si Christophe Michel parle des prisons, des solutions carcérales, de l'enfermement. Je ne sais plus s'il en parle, je ne me rappelle plus comme ça. Oui. Il a un chapitre où dans le titre est tout à fait intéressant, c'est que faire des criminels. Ah oui, c'est ça.
que faire des criminels? Il évoque bien sûr cette question-là, mais quand le titre déjà que faire des criminels? C'est-à-dire que c'est fondamentalement la justice, hein, mais c'est aussi comment on va justement punir les criminels. Qu'est-ce qu'on en fait? Et bien évidemment, il détaille pour dire que finalement, toute cette notion de mise en prison, alors il y a des exceptions, bien évidemment, hein, mais fondamentalement, la thèse, pour l'essentiel de la réalité, c'est de dire, mais la prison, ça sert à rien. Ce n'est pas une marque de civilisation. C'est pas en mettant les gens en prison qu'on va rétablir le droit à la victime. C'est pas en mettant les gens en prison que on va faire des malfaiteurs, notamment les malfaiteurs accidentels, qui sont la majorité, j'espère. On va en refaire des citoyens valables. Et en plus, il faut payer pour ces prisons. Donc, on va demander à la victime de payer 2 fois. Donc, c'est pas une solution. C'est pas une solution concevable. Ouais, parce que le paradigme classique, c'est de vous dire que si on ne met pas en prison, on ne protège pas les autres, et il y aura récidive. On pense à ces gens qui recommencent. C'est ce qu'on va nous sortir à chaque fois. Mais je suis toujours surpris par cet argument, parce que moi, on me dit, les mêmes qui tiennent cet argument-là me disent que la sécurité ne peut être assurée que l'État, et que l'État assure la sécurité. Donc, si l'État assure la sécurité, comment peut-il me dire que tout d'un coup, il ne peut plus le faire? Oui, non mais tout ça est ensemble. Non, mais... Oui, ce que je veux dire, c'est, vous me dites, ah oui, mais attention, certaines personnes sont dangereuses, et donc comme elles sont dangereuses, il faut les mettre en prison. Je veux bien qu'il y ait des gens qui soient dangereux, j'en conviens, mais les gens qu'on a mis en prison, ils étaient dangereux avant aussi ou pas? Ou ils le seront moins après? Parce que si c'était dangereux avant aussi, tout d'un coup, on est en train de dire qu'on ne pouvait pas assurer la sécurité? Et alors, si on ne peut pas assurer la sécurité, il y a un problème? Oui, non, mais la base, de toute façon, c'est l'inefficience dans tous les domaines. Hein, donc, là, c'est même carrément la contradiction profonde. On ne peut pas dire à un moment donné, la seule entité qui puisse réellement assurer la sécurité, c'est l'État. Je veux bien. Et puis me dire ensuite, mais en fait, l'État, quand il est obligé de mettre en prison parce que sinon, il n'arrive pas à assurer la sécurité. C'est ça. C'est des choses qui ne sont pas évidentes à intégrer au début, peut-être, vu qu'on est éduqué autrement. On a reçu d'autres. Je sais bien. Oui, mais accordez-moi que le raisonnement que je tiens est tout à fait basique. Ouais. C'est pas très compliqué ce que je dis. Hein. Je ne vais pas chercher un argumentaire extrêmement élaboré. Ça. Mais c'est toujours ce qu'on dit sur ces grandes questions. Comment est-ce qu'on protège finalement la société? Mais il faut revenir. Bon. Vous l'avez dit avant, quoi. Ok. Bah, écoutez, sur ce point, je pense que c'est pas trop mal. Ça fait une petite heure. On peut peut-être finir en 5-10 minutes sur ce que j'ai appelé questions de société, divers. Bon. Alors là, je pensais à plusieurs choses. Alors, il y avait quoi? Il parle d'écologie, de migration. Oui. Je ne sais plus de quoi est-ce qu'il parle aussi à la fin. Ah oui, la démocratie. Important, ça. Bien sûr, je vous attendais sur ce point, je ne vous cache pas. Oui. Eh bien, écoutez, vous voulez qu'on finisse par ça, pour que vous clôturiez sur ça? C'est comme vous voulez, mais bon. On ne peut pas ne pas parler de démocratie quand on parle de Christian Michel, bien évidemment, à mon avis. Oui, c'est ça. Bon, allez, rapidement. Donc, la question migratoire, par exemple, qui crée beaucoup de tensions. Oui. La réponse libérale, c'est que l'immigré doit être, désiré quelque part par les propriétaires. Oui. Donc, exclusion, inclusion de chacun, dans une société libre, décentralisée, où chacun juge et voit midi à sa porte sur l'immigration, et se porte caution pour l'immigrant, pour celui qui migre. C'est plus ou moins résolu, j'ai envie de vous dire. Personne ne peut décider librement pour qui que ce soit les questions de ce type-là. Donc chacun, en fait, décide librement et se porte caution en cas de problème. Imaginons, hein, le migrant arrive, justement, il tue. Bon, derrière, il faut réparation. Il y a la justice libertaire. Bon, voilà. Je vous laisse peut-être... Alors, ce point, je pense, est spécialement intéressant quand on lit Christian Michel. Parce que Christian Michel, qui est d'une génération avant moi, les textes, je tiens d'ailleurs à le dire, les textes qu'on lit ont été écrits, Christian Michel avait à peu près mon âge, ok. Donc ce sont des textes qui viennent quand même déjà qui sont mûris aujourd'hui, hein, qui sont très mûrs. Pour autant, Christian Michel est un libéral, je dirais, très humaniste, qui vient d'une culture, on va dire années 80, ok. Qui est celle, à l'époque, qui est celle de la libre circulation. Pour lui, il est de la culture où l'Europe, c'est le garant de la libre circulation. D'accord? Faut mettre ça en perspective pour comprendre les textes qu'il écrit.
Parce que bien que favorable à la libre circulation, il finit dans son texte par convenir de ce que vous venez de dire, qui est une vision de l'immigration qui est plus proche d'Europe, hein, Oui, oui, je pense qu'il y a plus autre. radicale, on va dire, plus radicale. Donc il finit par convenir exactement de ce qu'on dit. Mais il est clair, et là-dessus je le rejoins, il dit en gros en 3 points. Donc idéalement, il devrait y avoir libre circulation. Pour autant, la réalité logique de l'idée libérale, c'est qu'effectivement, l'immigration est forcément cadrée, encadrée par le droit de propriété, c'est-à-dire qu'un immigré ne peut pas venir chez moi ou chez nous sans qu'on y ait notre consentement. L'immigration ne peut se concevoir dans une société libre que si elle est désirée, ou en tout cas moins approuvée par ceux qui la subissent, c'est-à-dire que ceux qui vont recevoir les gens. Ça, c'est ce que l'idée que vous développez. Pour autant, et je pense que c'est tout à fait vrai, il dit, dans ce cadre-là, pour autant, l'avenir demain devrait être logiquement une évolution de la liberté. Dans ce cadre-là, où, au bout du compte, on aspire, on va de plus en plus vers une forme de liberté de circulation parce que les gens se reconnaissent entre eux en termes de morale, parce qu'il y a une désirabilité, si je puis dire, mutuelle de ceux qui vont pratiquer l'immigration. Okay, et donc, quelque part, la société fonctionne tellement par affinité que dans les faits, il y a une libre circulation au sein de ces affinités. D'accord ? C'est ça un peu sa thèse. Mais je pense que c'est important d'articuler ces points-là pour pas dire attention. Les libéraux sont pour la libre circulation, oui, mais l'immigration, ben, c'est cadré par le droit de propriété, mais ça ne veut pas dire pour autant que demain, dans une société libre, on sera enfermé. Et non, au contraire, on doit pouvoir évoluer vers une forme de libre circulation. Oui, c'est ça. Bon, pareil, une question comment dire ça, qui fait naître des tensions en France, mais ah ben oui, mais parce qu'en France, encore une fois, on ne sait plus, j'oserais dire comme ça, on ne sait plus lire des phénomènes de ce type-là à la lumière du droit naturel. C'est si on était capable d'aborder la question de l'immigration, non pas comme le fait Zemmour, si vous me permettez, hein, mais justement en disant mais attention, l'immigration n'est pas une mauvaise chose en soi parce qu'il y a plein d'immigrés qui sont des richesses effectives, de même que nous-mêmes, dans l'autre sens, quand on va à l'étranger, il y a énormément de Français à l'étranger, ben, on peut espérer qu'on soit perçu aussi comme des richesses quelque part, mais cela n'a de sens, qu'à la lumière de ce que ceux qui reçoivent ces immigrés en acceptent, et c'est ça qu'il faut appuyer. C'est ça qu'il faut appuyer. C'est ça. Après, si vous me permettez, pour conclure, Oui. je souhaite peut-être revenir sur ce point de la démocratie qu'on a mis de côté pour le moment. Et Christian Michel, si mes souvenirs sont bons, conclut sur mon livre par un chapitre dont le titre est « Pourquoi je ne suis pas démocrate ». Et là aussi, je pense que c'est, quand on le lit à lui, c'est le même genre d'éclairage. Ce que je veux dire, c'est que il vient, et nous sommes dans une ligne historique qui est celle des libéraux, et notamment des libéraux historiques, classiques. Et les libéraux classiques et historiques sont des libéraux démocrates. Hein, toute la pensée libérale nous vient de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la démocratie libérale, etc., etc. Ouais. L'immense majorité des libéraux en France, mais bien au-delà, pensent que la démocratie est le summum de l'organisation sociale et le garant de la liberté. Donc il a ça en perspective et il vient insister au contraire de dire attention, je suis bien un libéral, mais c'est justement parce que je suis libéral que je ne suis pas démocrate. Et bien sûr, il explique pourquoi. Hein. Et le fond du point, et on pourra rebondir, le fond du point, c'est de dire, mais la démocratie ne peut être un garant de la liberté parce que la démocratie vient avec son État, vient avec son droit positif, sa législation, et se positionne par rapport à l'individu comme cette fameuse entité supra, cette souveraineté héritée du monarque, en fait, c'est une nouvelle forme de monarchie. La seule différence avec la monarchie, c'est que, soi-disant, elle est assurée par des gens qui nous représentent. Mais c'est une monarchie. Et tout ce que nous avons fait à la Révolution, c'est que nous avons substitué une monarchie par une autre. Et donc, un libéral ne peut pas être démocrate, puisqu'il était au départ contre la monarchie. Oui, ça, je pense que c'est un véritable
C'est l'autre plafond de verre que moi je rencontre en tout cas chez les libéraux, si vous me permettez. Démocratie, ouais. Oui, et puis cette illusion du pouvoir des peuples, hein, soi-disant, comme si le droit de vote était la liberté, évidemment. Vous savez que je dis régulièrement, je pense avoir inventé ce point qui dit que la liberté n'est pas le droit de vote, mais c'est le droit de veto. Ah oui. Ah, pas mal, ouais. C'est ça. Ouais, bah, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est toujours pareil. Oui, c'est un autre plafond de verre, je pense, effectivement. Il y en a un certain nombre, du coup. C'est pas le premier qu'on cite dans cet entretien. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, faut bien en parler pour que ça se délie. Oui. Je sais pas si vous vouliez continuer sur la démocratie ou si on parle rapidement d'écologie et qu'on conclut. On peut parler d'écologie et conclure, bien sûr. Parfait. Bah, écoutez, je crois qu'à la fin, il fait un lien, c'est même sûr, en fait, je me rappelle, il fait un lien entre libéralisme et écologie. D'ailleurs, il en fait aussi avec ce qu'il appelle les gauchistes, avec les nationaux, je crois. Il fait aussi un lien avec eux. Bon, oui. On pourra en parler peut-être plus, autre entretien, c'est pas grave. Mais l'écologie, c'est peut-être le plus gros sujet en ce moment quand même. Absolument. Il y a une forme de révolution gaillatique. C'est la nouvelle idole. Oui. Logique. Alors, moi, je parle souvent de René Girard et de sa logique du sacrifice. Hein. Donc là, c'est l'idole Gaïa qu'on va vénérer et on va nous sacrifier, nous, individuellement. Exactement. Pléonasme, hein, mais voilà, pour encenser, vénérer, pour sauver la Terre. C'est amusant comme phrase, sauver la Terre. Est-ce qu'on peut pas d'abord se sauver soi-même? C'est pas l'humanité qu'il faut sauver d'abord. Et est-ce que l'humanité, est-ce que la Terre et l'humanité n'ont pas passé leur temps, si je puis dire, à se sauver déjà quelque part? Mais bon. C'est ça. Si on en est arrivé là, n'est-on pas déjà un minimum écologique dans nos façons de faire? Et d'autre part, non. Ouais, je le dirais pas exactement comme ça. C'est encore une fois, moi, j'aime bien regarder l'humanité pour ce qu'elle nous sommes jamais que le fruit de l'humanité quelque part. Hein. Donc, oui. Si nous sommes là, c'est que justement l'humanité a su être écologiste voilà. jusqu'ici. Voilà. Donc c'est intéressant de se retourner et d'essayer de se dire, mais depuis ces centaines de milliers d'années que nous sommes sur Terre, alors on me dira, oui, mais on n'avait pas le nucléaire, on n'avait pas la pollution, etc. C'est si sûr. Depuis ces centaines de milliers d'années, qu'est-ce qu'on a fait pour être écologiste? C'est ça la question pour moi de fond. Et on se pose pas cette question-là. Et on oublie de voir qu'en fait, la réponse est dans ce qu'on a déjà dit. C'est la réponse, elle est dans le droit naturel. Et elle est dans le marché. Oui. Vous savez, vous savez peut-être pas, mais pour moi, l'écologie est une question extrêmement simple. La question de l'écologie, c'est celle de l'arbitrage, d'équilibre à trouver par l'humanité entre comment prospérer, mais pour prospérer, il faut pouvoir exploiter des ressources. C'est inéluctable. On est obligé de cueillir le fruit pour le manger. Donc, vivre sur Terre, c'est exploiter des ressources. Donc, c'est polluer, quelque part. Je simplifie. Oui. C'est inéluctable. Et bien évidemment, il faut aussi durer dans le temps. Il faut léguer, transmettre aux enfants. Donc, il faut pas trop polluer. C'est le simple fait que l'humanité soit sur Terre et vive, elle est confrontée à cette question. De tout temps. Ouais, bien sûr. Alors, avec plus d'acuité, plus de variété, mais c'est inéluctable. Comment on a trouvé la réponse? La réponse est celle du droit de propriété et du marché. Les arbitrages entre tiens, j'ai besoin de faire ceci ou j'ai besoin de faire cela, j'ai besoin de prospérer, mais j'ai aussi besoin d'économiser, j'ai besoin de prospérer, d'exploiter, mais il faut aussi que je pense à demain. C'est de l'économie, c'est de l'épargne, c'est ce que nous faisons tous à tout moment. Donc c'est dans le fond de fonctionnement même de l'humanité, de la propriété et de l'économie que la réponse se trouve. Pourquoi aller chercher ailleurs? Ouais. Toujours. Et puis on peut remettre, comme pour la justice, la réparation au centre. Imaginons que je pollue, pour reprendre, je crois que c'est Christian Michel qui dit ça. Si je pollue la rivière de mon voisin paysan, je vais devoir peut-être le réparer parce qu'il aura une perte. Hein. Exactement. Bon, mais effectivement, il prend cet exemple-là, mais cet exemple-là illustre ce que je dis. C'est qu'à partir du moment où on raisonne de cette façon, on suppose qu'on a bien traduit l'enjeu de l'équilibre entre la rivière exploitée et la rivière polluée en termes de droits de propriété qui serviront à un juge de retrouver cet équilibre qui a été rompu. C'est bien de ça qu'on parle. Donc, et même si vous regardez d'ailleurs tout ce que les écolos peuvent faire, les mesures, on est toujours dans un truc où il y a du droit quelque part, un juge et un arbitrage.
le droit, l'arbitrage, etc., c'est ce qu'on fait tous depuis tout temps avec le droit naturel et l'économie. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et puis c'est hors de question que ces questions passent par, encore une fois, l'État, il faut qu'elles passent par nous. Il faut toujours revenir en fait aux individus. Et il dit très justement qu'on ne devrait pas laisser ce terrain-là en fait aux étatistes, de tous bords, hein, évidemment. C'est à nous de nous... Oui. Qu'on soit attiré, entre guillemets, par cette question ou pas. On ne peut pas se permettre de laisser un champ libre et de faire avancer la soviétisation pardon, des mœurs, des esprits, tout ce que vous voulez, quoi. Des pratiques. Il a une phrase qui est valable sur ce point et sur bien d'autres, mais qui fait écho à des considérations typiquement gauchistes ou étatistes sur ce point-là. On va vous parler bien sûr de l'intérêt général, du bien commun et ce genre de choses. Et il a une phrase qui est absolument remarquable par sa concision et sa pertinence, qui est, je suis pas sûr des mots exacts, hein, mais ça change rien, c'est le seul bien commun de l'humanité, c'est le droit naturel. Et l'intérêt général, c'est de le respecter. Et il n'y en a pas d'autre. Pas mal. Le seul bien commun de l'humanité, c'est le droit naturel. Et l'intérêt général, c'est de le respecter. Tout simplement. Je pense que c'est une bonne phrase de conclusion quelque part. J'ai envie de vous dire, si on devait résumer cet entretien, c'est ça. Seul bien commun, c'est le droit naturel qu'on a posé au début, l'intérêt général de le respecter, revenir en fait à chacun de nous, dans la mesure de notre droit de propriété. Et toutes les grandes questions macro, n'est-ce pas, qu'on appelle macro, en fait, sont d'abord micro. Mais il faut casser ce plafond de verre. C'est ça. Bon. Alors, voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Moi, je n'avais pas d'autres petites bannières à non, je pense qu'on a fait un bon tour, même si on a débordé du livre et que le livre a été un prétexte, c'est pas une mauvaise chose du tout. C'est ça. Mais oui, on a couvert la plupart des sujets que le livre peut aborder. Alors, je vais peut-être, montrer à l'écran en présentant mon écran, pardon, je me répète, je vais peut-être montrer, je veux dire, l'ouvrage. Hop. Alors, est-ce que vous l'avez à l'écran, là? Est-ce que vous voyez ce que je montre? Oui. J'espère que les gens verront. En principe, c'est bon. Donc là, vous l'avez à l'écran, Vivre ensemble, Christian Michel, sur les éditions John Galt. Tac, juste ici. Et puis, si vous voyez encore à l'écran, moi, je l'ai juste là. En plus, c'est une jolie couverture. Vous avez fait des choix éditoriaux sympathiques. C'est vrai que c'est toujours agréable, en fait. Alors, ça, c'est moi, hein, mais moi, j'aime bien avoir du papier encore pour un certain nombre d'ouvrages que je considère, entre guillemets, tac, je vais me remettre en grand. Tac. Ah, vous l'avez aussi, parfait. J'aime bien avoir du papier pour les ouvrages que je considère être importants, des sortes de livres de chevet. J'aime bien les avoir en papier pour les feuilleter, c'est plus agréable. Donc, c'est sympa d'avoir un bel objet et pas juste une matière philosophique. C'est aussi sympa, en fait, d'avoir l'esthétique. Voilà, donc écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter sur ça. Sauf si vous avez un dernier mot. Non, je pense qu'on a fait un bon. Je pense aussi. Bon parcours et je vous en remercie, Arthur. Écoutez, avec plaisir, Stéphane. Peut-être entretien ultérieur sur d'autres sujets, exemples économiques, ou même, pourquoi pas, des points très précis. Hein. On a parlé de justice, de police, de droit, de faux droit, de marché, mais en fait, chaque point fait l'objet de développement, mais on verra ça en temps voulu, j'ai envie de vous dire. Je suis à votre disposition. Bien sûr, voilà. Ces sujets sont des sujets importants, bien évidemment. Voilà, c'est ça. Donc, encore une fois, merci de votre présence, Stéphane. Quant à vous autres auditeurs, merci pour votre écoute. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Merci Arthur encore. Et au revoir.